Imagine ceci. Cela fait des semaines que tu ne lui as pas écrit. Tu ne lui as donné aucune explication. Tu n'as publié aucune allusion. Tu es simplement parti. Et pendant que tu es là, à te reconstruire en silence, quelque chose se passe dans son esprit que tu ne peux pas voir. Quelque chose qui commence comme de la fierté et se termine comme une question qui l'empêche de dormir. Est-ce que j'ai vraiment laissé passer quelqu'un qui en valait la peine? Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble, étape par étape, tout ce qui se produit quand un homme décide de ne pas revenir. Mais avant d'entrer dans la chronologie complète, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il y a un moment exact, un point de bascule, où elle cesse de penser « il va revenir » et commence à penser « je l'ai perdu ». La plupart des hommes n'arrivent jamais à voir ce moment parce qu'ils commettent une erreur juste avant. Et de cette erreur, nous allons aussi parler aujourd'hui. Point 1. La chronologie émotionnelle. Commençons par là où presque personne ne commence, par ce qui se passe de l'autre côté. Parce que toi, tu sais déjà ce que tu ressens quand tu t'éloignes. Le nœud à l'estomac, la tentation de regarder son profil, cette voix intérieure qui te dit « écris-lui, allez ». Ça, tu le connais déjà. Ce que tu ne connais pas, c'est ce qu'elle vit pendant que tu gardes le silence. Et comprendre cela, ce n'est ni de la curiosité malsaine, ni de la vengeance. C'est une information qui va te donner de la clarté. Et la clarté est ce qui sépare un homme qui rechute d'un homme qui avance. La première phase est ce que j'appelle le calme de la fierté. Quand tu arrêtes d'écrire, elle ne panique pas immédiatement. Au contraire, les premiers jours, voire la première ou les 2 premières semaines, elle se sent tranquille. Elle ressent peut-être même du soulagement. Elle pense que c'est une pause, quelque chose de temporaire, et que tôt ou tard, tu vas réapparaître avec un long message, lui demandant une autre chance. C'est important que tu comprennes cela parce que dans cette phase, elle sent encore qu'elle a le contrôle. Elle croit encore que tu es prévisible. Et cette croyance est précisément ce que ton silence va détruire. La deuxième phase arrive sans prévenir et je l'appelle la fissure. Les jours passent, 1 semaine, 2, 3, et ton nom n'apparaît pas sur son téléphone. C'est là que quelque chose commence à changer. Ce n'est pas encore de la douleur. C'est quelque chose de plus subtil. C'est une question qui surgit à des moments aléatoires, quand elle conduit, quand elle est sur le point de s'endormir, quand elle voit quelque chose qui lui rappelle toi. La question est simple mais dévastatrice. Et s'il ne revenait vraiment pas? Remarque la différence. Avant, elle pensait « il n'est pas encore revenu ». Maintenant, elle commence à penser « peut-être qu'il ne reviendra pas ». Ce « peut-être » est la fissure. Et une fois qu'elle apparaît, elle ne se referme pas. La troisième phase est la peur silencieuse. Ici, elle ne ressent plus de fierté. Elle ressent de l'inquiétude. Elle commence à consulter ton profil sur les réseaux sociaux en cherchant des signes. A-t-il publié quelque chose? A-t-il changé sa photo? Qui a liké cette publication? La raison de ce comportement a des racines psychologiques profondes. Quand quelqu'un qui avait l'habitude de nous accorder une attention constante retire cette attention d'un coup, notre cerveau l'interprète comme une menace. Pas au niveau rationnel, mais au niveau émotionnel. C'est le même mécanisme qui fait qu'un enfant pleure quand sa mère quitte la pièce, même en sachant qu'elle va revenir. La différence, c'est que dans ce cas, elle ne sait pas si toi, tu vas revenir. Et cette incertitude est bien plus puissante que n'importe quelle dispute ou n'importe quel message que tu pourrais lui envoyer. La quatrième phase est l'idéalisation. Et celle-ci est fascinante. Quand elle accepte émotionnellement que tu pourrais ne pas revenir, sa mémoire commence à jouer en ta faveur. C'est un phénomène documenté en psychologie sociale. Quand nous perdons l'accès à quelque chose ou à quelqu'un, notre cerveau a tendance à se souvenir principalement des aspects positifs et à minimiser les négatifs. Cela signifie que les défauts qu'elle voyait en toi, ces choses qui l'agaçaient, ces raisons pour lesquelles elle avait peut-être justifié de te laisser partir, commencent à s'estomper. Et à leur place, apparaît une version améliorée de toi. Une version qui, ironiquement, ressemble beaucoup à l'homme que tu es en train de devenir pendant qu'elle ne te voit pas. La cinquième et dernière phase est ce que j'appelle l'acceptation de la perte réelle. Et celle-ci n'arrive pas avec des larmes ni des drames. Elle arrive avec une pensée très claire et très froide. L'endroit où il m'attendait n'existe plus. Elle comprend que ce n'était pas un malentendu.
Ce n'était pas une dispute qu'on peut résoudre avec une conversation. C'était une décision. Et les décisions prises dans le calme sont les plus difficiles à inverser. Quand elle atteint cette phase, tu n'es plus l'ex qui est parti en colère. Tu es l'homme qui est parti debout et en silence. Et cela laisse une empreinte qui ne s'efface pas facilement. Maintenant, tout ce que je viens de décrire a un moteur, quelque chose qui propulse chacune de ces phases. Et ce moteur, c'est ton silence. Mais pas n'importe quel silence. Pas le silence de celui qui attend qu'elle vienne. Pas le silence de celui qui compte les jours. Mais le silence de celui qui est occupé à se reconstruire. Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer maintenant. Point 2. Le mécanisme du silence comme miroir. Il y a quelque chose que tu dois comprendre à propos du silence et qui change complètement ta façon de le percevoir. La plupart des hommes voient le silence comme un vide, comme une absence, comme quelque chose qu'il faut combler. Mais dans le contexte d'une rupture, le silence n'est pas un vide, c'est un miroir. Chaque jour où elle ne reçoit pas un message de ta part, elle ne regarde pas un écran vide. Elle se voit elle-même, reflétée dans ton absence. Elle se demande ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle aurait pu dire différemment. Ton silence lui renvoie ses propres décisions, amplifiées. Cela repose sur une base psychologique concrète. En 1966, le psychologue Jack Brem a formulé ce qu'on appelle la théorie de la réactance psychologique. Le principe est direct. Quand une personne sent qu'elle a perdu une liberté ou une option qu'elle avait auparavant à disposition, son désir pour cette option augmente considérablement. En d'autres termes, tant que tu étais disponible, tu étais une option. Une option confortable, prévisible, sûre. Mais dès l'instant où tu te retires, tu cesses d'être une option et tu deviens quelque chose qu'elle a perdu. Et ce qu'on perd est toujours perçu comme ayant plus de valeur que ce qu'on possède. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Elle s'attendait à une réaction. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que tu insistes, que tu demandes des explications, que tu lui envoies un long message à 2 heures du matin. C'est ce que font la plupart. Et quand tu ne le fais pas, quand tu réponds par un silence absolu, tu la déstabilises complètement. Parce que l'être humain peut traiter le conflit, il peut traiter les cris, il peut même traiter la haine. Ce qu'il ne peut pas traiter, c'est le néant. L'absence totale de réaction. C'est ce qui la déstabilise véritablement. Ce n'est pas que ton silence soit cruel. C'est que ton silence est incompréhensible pour quelqu'un qui s'attendait à ce que tu réagisses comme d'habitude. Et voici un concept que je veux que tu retiennes. Je l'appelle l'énergie masculine maîtrisée. Quand un homme démontre qu'il est maître de ses émotions, qu'il peut ressentir la douleur sans agir impulsivement depuis cette douleur, il projette quelque chose d'extraordinairement difficile à ignorer. Ce n'est pas de la froideur. La froideur, c'est ne rien ressentir. Ici, c'est ressentir et choisir de ne pas réagir. Il y a une différence énorme. La froideur repousse. L'énergie maîtrisée attire. Parce qu'elle communique quelque chose qui va au-delà des mots. Cet homme n'a pas besoin de moi pour aller bien. Et c'est peut-être le signal le plus puissant qu'un être humain puisse envoyer à un autre. Maintenant, quand elle atteint ce point de désarroi, elle fait quelque chose de très prévisible. Et si tu n'es pas préparé à le reconnaître, tu vas défaire tout ce que ton silence a construit. Parce que ce qui vient ensuite, ce sont les signaux de reprise de contact, ces mouvements subtils qu'elle fait pour tester si la porte est encore ouverte. Et tu dois savoir exactement à quoi ils ressemblent pour ne pas tomber dans le piège. Point 3. Les signaux subtils de reprise de contact. C'est ici que beaucoup d'hommes trébuchent. Parce que ces signaux n'arrivent pas sous la forme d'un message direct disant « tu me manques, reviens ». Non, ils arrivent déguisés. Ils arrivent enveloppés de hasard, d'excuses, de prétextes qui semblent innocents. Et si tu ne les reconnais pas, tu vas répondre depuis l'émotion au lieu de répondre depuis la clarté. Le premier signal est ce que j'appelle le message fantôme. C'est ce texto qui semble n'avoir aucune intention. Un « Hey, j'ai trouvé un truc à toi chez moi, tu le veux ?» ou un « J'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à toi, haha ». Remarque, le contenu du message est sans importance. Ce qui compte, c'est l'acte de t'écrire. Elle ne te contacte pas pour un t-shirt oublié ou pour un mème amusant. Elle te contacte pour voir si tu réponds, pour mesurer ta température émotionnelle, pour vérifier si la porte que tu as fermée est toujours fermée ou si elle s'est entrouverte.
Le deuxième signal est l'interaction numérique subtile. Soudain, elle commence à voir tes stories immédiatement. Elle like une photo que tu as publiée. Elle laisse un commentaire désinvolte sur une publication. Ce sont des miettes de présence. C'est sa façon de dire « je suis toujours là », sans avoir à le dire directement. Il est important que tu comprennes la mécanique derrière cela. Elle ne veut pas s'exposer émotionnellement. Elle ne veut pas être vulnérable. Alors elle utilise les réseaux sociaux comme un terrain d'essai sûr où elle peut montrer de l'intérêt sans risquer un rejet direct. Le troisième signal est le messager. Quand elle n'ose pas te contacter directement, elle passe par quelqu'un d'autre. Un ami en commun qui, par hasard, te demande comment tu vas. Une connaissance qui mentionne son nom dans une conversation pour observer ta réaction. Si soudainement quelqu'un de ton cercle social commence à te poser des questions sur ta vie sentimentale sans raison apparente, fais attention. Il est très probable que cette conversation ne soit pas aussi anodine qu'elle en a l'air. Le quatrième signal est l'excuse fabriquée. Elle a besoin de te rendre quelque chose. Elle a une question sur un sujet auquel seul toi peux répondre. Elle a trouvé une information qu'elle a pensée pourrait t'intéresser. Ces excuses ont quelque chose en commun. Elles sont inutiles. Si elle avait vraiment eu besoin de te rendre quelque chose d'urgent, elle l'aurait fait des semaines auparavant. Le timing trahit tout. Elles apparaissent juste au moment où ton silence est devenu insupportable pour elle. Maintenant, la question clé n'est pas de savoir si ces signaux vont apparaître. Dans la plupart des cas, ils apparaissent. La question clé est ce que toi, tu fais quand ils apparaissent. Et ici, la réponse n'est ni de l'ignorer avec rage, ni de répondre avec enthousiasme. La réponse dépend de quelque chose de bien plus important. Quel homme tu es devenu pendant le silence? Parce que si tu as répondu en grandissant, ta réaction sera une. Si tu as répondu en attendant simplement qu'elle revienne, ta réaction sera tout à fait différente. Et c'est de cela que traite le point suivant, qui pour moi est le plus important de toute cette vidéo. Point 4. La transformation de l'homme renaissant. Écoute-moi bien. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, la chronologie de son côté, le pouvoir du silence, les signaux de reprise de contact, tout cela est secondaire. C'est du contexte. C'est une information utile, oui. Mais ce n'est pas ce qui va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est ce que toi, tu fais de toi-même pendant que tout cela se déroule de l'autre côté. Je vais décrire un processus et je veux que tu t'y reconnaisses. Parce que si tu regardes cette vidéo, tu es probablement à un moment ou un autre de ce chemin. Le premier moment est ce que j'appelle le fond honnête. C'est ce jour, cette nuit, cet instant où tu arrêtes de faire semblant d'aller bien et où tu admets que tu souffres. Pas devant elle, pas devant tes amis, devant toi-même. Ce moment est brutal, mais il est nécessaire. Parce que tu ne peux rien construire d'authentique sur une base de déni. Le fond honnête n'est pas une faiblesse. C'est le point de départ de tout homme qui décide de se transformer véritablement. Le deuxième moment est la décision du seuil. C'est quand tu passes de ressentir la douleur à décider ce que tu vas en faire. Tu as deux options et seulement deux. Tu peux utiliser la douleur comme excuse pour sombrer, pour te victimiser, pour orbiter autour de ce que tu as perdu. Ou tu peux utiliser la douleur comme carburant, comme l'énergie qui te pousse à faire toutes ces choses que tu remettais à plus tard parce que tu étais trop occupé à essayer de faire fonctionner une relation. La salle de sport, le projet, le livre, la conversation difficile avec ta famille, le changement de travail, peu importe. La douleur contient une quantité énorme d'énergie et c'est toi qui décides si cette énergie te détruit ou te reconstruit. Le troisième moment est le silence productif. Et ici, je veux faire une distinction cruciale. Il y a des hommes qui sont en silence, mais restent émotionnellement connectés à elle. Ils consultent son profil tous les jours. Ils analysent chaque story qu'elle publie. Ils interprètent chaque chanson qu'elle partage comme un message codé. Ce n'est pas du silence productif, c'est de la surveillance déguisée en distance. Le silence productif, c'est quand ton attention quitte elle et commence à se porter sur toi. Quand les jours passent et que tu te rends compte que tu n'as pas consulté son profil, non pas parce que tu te retenais, mais parce que tu étais véritablement occupé à quelque chose qui te tient à cœur. C'est le signe que le processus fonctionne. Le quatrième moment est ce que j'appelle le territoire sacré. C'est quand tu découvres que la solitude n'est pas une punition. C'est un espace qui t'appartient, un espace où tu n'as pas à te justifier,
où tu n'as pas à négocier ta paix, où tu n'as pas à réduire qui tu es pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre. L'homme qui découvre son territoire sacré cesse de chercher à se compléter avec quelqu'un d'autre. Non pas parce qu'il devient froid ou asocial, mais parce qu'il comprend qu'une relation saine est l'union de deux personnes entières, pas la fusion désespérée de deux personnes incomplètes. Et le cinquième moment est l'indépendance émotionnelle. C'est le point où tu n'attends plus d'être trouvé parce que tu as appris à te trouver toi-même. Ta paix a cessé de dépendre d'un message, d'un appel, d'un signe qu'elle te valorise. Ta paix vient de l'intérieur. Et quand un homme atteint ce point, quelque chose de paradoxal se produit. Il devient beaucoup plus attirant précisément parce qu'il a cessé d'essayer de l'être. Ce n'est pas une stratégie, c'est une conséquence naturelle de s'être choisi soi-même. Point 5. Silence avec un but. VS. Silence comme vengeance. Avant de conclure, j'ai besoin d'aborder quelque chose que je considère fondamental, parce que si je ne le dis pas, cette vidéo serait incomplète et ce serait irresponsable de ma part. Tout ce que j'ai décrit aujourd'hui peut être utilisé de deux manières. Cela peut être utilisé comme un chemin authentique vers ta croissance personnelle, ou cela peut être utilisé comme un outil de manipulation émotionnelle. Et j'ai besoin d'être direct avec toi. Si ta motivation principale pour t'éloigner est de la faire souffrir, si tu comptes les jours en attendant qu'elle te cherche pour pouvoir la rejeter, si ton silence est une forme calculée de punition, alors tu ne grandis pas. Tu agis depuis le même lieu de dépendance émotionnelle, simplement déguisé en force. Le silence avec un but a une direction claire, vers toi. Son objectif est ta paix, ta dignité, ta reconstruction. Il n'a pas besoin de public. Il n'a pas besoin qu'elle le remarque. Il fonctionne tout aussi bien dans l'obscurité parce qu'il ne dépend de la réaction de personne pour avoir de la valeur. Le silence comme vengeance a une direction opposée, vers elle. Son objectif est de provoquer une réaction, de causer de la douleur, de prouver quelque chose. Et le problème avec cela, c'est que ça te maintient émotionnellement enchaîné à la personne dont tu es supposément en train de te libérer. Si ta paix dépend du fait qu'elle souffre, tu n'as pas la paix. Tu as une version différente de la même dépendance. La différence entre les deux est subtile mais décisive. L'homme qui s'éloigne avec un but ne publie pas d'allusion. Il ne supprime pas de photos pour envoyer un message. Il ne fait pas de changements visibles pour qu'elle les remarque. Il fait des changements parce qu'il a besoin de les faire. Point. L'écho qu'il laisse n'est pas intentionnel. Il est inévitable. Parce que quand quelqu'un se transforme véritablement, les personnes autour de lui le perçoivent sans qu'il soit nécessaire de prononcer un seul mot.